Bonjour. Hier, j'ai entendu dire qu'à Paris, au mois de décembre, il avait fait cette année 2 fois plus chaud que d'habitude. Lors d'une année moyenne, il fait environ 7 degrés et cette année, la température au mois de décembre était aux alentours de 14 degrés. Ça m'a donné l'idée d'ouvrir sur cette chaîne une rubrique spéciale qui s'appellerait « Non, s'il vous plaît, ne dites plus ça ». Et pour ce premier épisode, s'il vous plaît, ne dites plus quelque chose comme « il fait 2 fois plus chaud aujourd'hui qu'hier ». Il peut bien sûr arriver que certains jours il fasse 10 degrés et que le lendemain la température soit de 20 degrés, mais vous devriez vraiment vous garder de dire que dans ce cas, il fait 2 fois plus chaud que la veille. Voyons pourquoi. D'abord, l'expression « il fait chaud » est un peu malheureuse car elle tente à maintenir une certaine confusion entre les notions de chaleur et de température qui sont en réalité très différentes. J'y reviendrai une autre fois car cette question est en fait bien plus délicate qu'il n'y paraît et nécessiterait un examen plus approfondi. Je m'en tiendrai donc à l'usage courant selon lequel lorsqu'on dit qu'il fait plus chaud, on veut dire en réalité que la température est plus élevée. Le fond du problème est que la température dont vous parlez lorsque vous dites qu'elle est de 20 degrés par exemple, n'est pas une grandeur physique. Et alors, me direz-vous? Et alors ceci. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'est la température, et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas une notion aussi simple qu'on pourrait le croire. Mais lorsqu'on dit que l'air est doux et qu'il fait 20 degrés, il faut quand même bien donner un sens à ce nombre, 20. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a compris véritablement ce qu'était la température, mais on a depuis toujours l'idée qu'il existe des états ambiants différents associés à la perception de ce qu'on appelle de manière mal définie la chaleur. L'air peut être plus ou moins chaud, l'eau peut être plus ou moins chaude, un radiateur peut être plus ou moins chaud. On le sent, notre corps a des senseurs pour ça, c'est ce qu'on appelle parfois la thermoception. Cette sensation est par nature subjective et comme avec tous les sens, les perceptions associées doivent être considérées avec prudence. Il y a d'ailleurs des illusions classiques qu'il est très facile de reproduire, comme pour les illusions d'optique, mais avec le sens de la chaleur plutôt qu'avec la vue. Par exemple, si vous plongez votre main gauche dans de l'eau chaude et votre main droite dans de l'eau froide, et qu'ensuite vous les plongez toutes deux dans 2 bassines contenant de l'eau à la même température, vous verrez que votre perception de cette température sera très différente. Mais cela étant dit, nous sommes tous d'accord pour dire que l'eau de la mer Méditerranée en été est plus chaude que l'eau de la mer Baltique en hiver. Il y a donc bien là quelque chose d'objectif, ou en tout cas d'intersubjectif. Et pour nous convaincre de ce que cette sensation de chaleur correspond bien à une propriété physique de l'eau qui caractérise son état, quand bien même l'eau chaude et l'eau froide ont par ailleurs la même apparence, liquide, transparente, etc., il y a cette expérience on ne peut plus élémentaire, qui remonte à la nuit des temps, qui est que si on met du feu sous une marmite qui contient initialement de l'eau froide, eh bien cette eau va être de moins en moins froide, puis tiède, puis chaude, puis de plus en plus chaude. Il y a une action physique du feu sur l'eau. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'un apport d'énergie sous forme de chaleur. Mais encore une fois, cette notion de chaleur n'est pas si simple à maîtriser, et c'est pas par hasard s'il a fallu attendre le 19e siècle pour tirer tout ça au clair. Quoi qu'il en soit, il y a manifestement quelque chose qui est relié d'une part à l'état physique des corps matériels et d'autre part à notre sensation de chaleur. Si l'on savait précisément ce que c'est, ce serait bien, mais il se trouve qu'on a été capable de caractériser ce quelque chose qui distingue un corps chaud d'un corps froid à travers un paramètre, une jauge qu'on appelle température, avant de découvrir ce dont il s'agit véritablement. Pour cela, puisque nos sens ne sont pas vraiment fiables dans ce domaine et qu'ils ne pourraient donner accès de toute façon qu'à une gamme limitée de températures, entre la température où on gèle et la température où on se brûle, l'idée a été de relier cet état de température des corps, quoi que ce puisse être en vérité, à d'autres propriétés physiques plus manifestes, plus tangibles, qui pourraient donner lieu, elles, à une mesure plus directe, plus objective. C'est vers le début du XVIIe siècle que cette idée s'est précisée de manière plus formelle et a conduit à une véritable procédure opérationnelle. Nous connaissons tous l'une des façons simples d'évaluer la température à travers la dilatation de certains corps, comme par exemple les métaux ou certains liquides, l'alcool ou le mercure, à la fois liquide et métallique, qui se dilatent donc en fonction de la température, c'est-à-dire qu'ils occupent un plus grand volume. Inutile que je rappelle comment fonctionne un thermomètre à mercure, vous avez une certaine quantité de mercure dans un tube, et puis si la température augmente, eh bien le mercure se dilate, il occupe un plus grand volume, et donc son extrémité libre va se trouver à différents niveaux, et donc en repérant ce niveau, on repère la température. Du coup, on peut attribuer un nombre à la température, il suffit de graduer le tube et de repérer la position du mercure sur l'échelle ainsi établie. C'est une échelle qui a donc des degrés, et on dit que la température est de 20 degrés si le mercure arrive à l'échelon marqué 20. Bien sûr, on peut mettre les numéros qu'on veut à côté des échelons qu'on veut. Il est raisonnable de mettre des numéros plus grands pour les échelons plus hauts, comme ça, si la température est plus élevée,
eh bien le nombre va être plus grand. Mais on peut mettre le 0 où on veut, et puis on peut mettre la distance entre deux échelons comme on veut. Rien ne nous oblige d'ailleurs à les répartir de manière équidistante. On fait ce qu'on veut, mais évidemment, si on veut se mettre d'accord à plusieurs sur les températures, il vaut mieux trouver un code commun. Alors c'est ce qu'on a fait dans l'échelle de température centigrade. Par définition, on a décidé que le 0 correspond à la température à laquelle l'eau gèle, et l'échelon 100 à la température où l'eau bout. Bon, après on s'est aperçu que les températures de congélation et d'ébullition de l'eau dépendaient de la pression. C'est pour ça qu'en montagne, ça prend beaucoup plus de temps pour faire cuire des pâtes ou des œufs, simplement parce que l'eau bout à une température plus faible. Du coup, si on veut vraiment se mettre d'accord, il faut préciser à quelle pression on parle. Donc on a décidé que le 0 correspond au moment où l'eau gèle à la pression atmosphérique ordinaire, qu'il faut également bien préciser, et 100 correspond à la température où, à cette même pression, l'eau bout. Bien. Une fois qu'on s'est mis d'accord, il n'y a plus aucun problème, on peut tous repérer les températures sur la même échelle. Mais il faut bien comprendre que la température ainsi définie n'est pas une grandeur physique, et que repérer ainsi la température n'est pas mesurer la température. Alors on peut dire que c'est jouer sur les mots, mais c'est en fait le contraire. C'est lorsqu'on dit qu'en faisant ça, on mesure la température qu'on joue sur les mots. Car mesurer, ça a un sens bien précis. Ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée précédemment sur les grandeurs physiques comprendront très vite de quoi il s'agit. Une mesure, en physique, c'est rapporter une certaine grandeur à une autre grandeur de même nature qu'on a pris comme unité. Si je mesure 5 mètres, c'est que je compte qu'il y a 5 fois 1 mètre. J'ai choisi arbitrairement le mètre, mais je mesure la longueur en faisant le rapport entre la longueur que je cherche à mesurer et la longueur unité. Pour la température, on ne fait pas du tout ça. Il ne suffit pas qu'il y ait un nombre associé à quelque chose pour que ce quelque chose soit une grandeur physique, même si la procédure d'attribution est parfaitement claire. Prenons un exemple. Supposons que nous ayons 100 personnes et que nous souhaitions les classer par ordre alphabétique de leur nom. Nous allons pouvoir attribuer à chacune un numéro correspondant à l'ordre d'apparition dans cette liste. Mais bien évidemment, la personne qui a le numéro 50 n'a aucun rapport numérique avec la personne qui a le numéro 25. Elle n'est pas 2 fois plus grande ou 2 fois plus âgée ou je ne sais quoi. Ce numéro correspond à un classement et pas à une grandeur physique. Et d'ailleurs, même si vous classez ces personnes selon leur taille, qui est une grandeur physique, par ordre croissant par exemple, alors vous pourrez affirmer que la personne qui porte le numéro 20 est plus grande que la personne qui porte le numéro 10. Ça, c'est certain. Mais vous ne pourrez absolument pas dire que la personne qui porte le numéro 20 est 2 fois plus grande que la personne qui porte le numéro 10. Ça n'a évidemment aucun sens. Et donc ce numéro n'est en aucun cas une mesure de la taille des gens. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il serait abusif de dire qu'on a mesuré quelqu'un si on a déterminé son numéro. Eh bien pour la température, c'est exactement pareil. Déterminer qu'une eau est à 17 degrés, c'est déterminer où se situe sa température sur l'échelle centigrade préalablement établie. C'est très utile, ça permet de déterminer précisément où se trouve cette température, ça caractérise cette température, ça nous dit par exemple que si on veut se baigner, ça va être un peu frais. Mais c'est en aucun cas une mesure de la température, et cette température n'est pas une grandeur physique. Par conséquent, dire que 20 degrés c'est 2 fois plus chaud que 10 degrés, ça n'a strictement aucun sens. Et là où ça peut même devenir amusant, c'est qu'il y a néanmoins un sens à parler d'une température 2 fois plus grande qu'une autre. Car il se trouve qu'on a découvert après coup que la température était malgré tout associée à une grandeur physique authentique. Cela nécessite quelques connaissances physiques supplémentaires, et je n'en parlerai pas cette fois-ci, mais certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de ce qu'on appelle l'échelle dite absolue des températures et des fameux degrés Kelvin. Pour cette grandeur physique authentique température, comme pour toute grandeur dimensionnée, on a bien évidemment le choix de l'unité. Mais comme on avait déjà défini le degré auparavant, on a décidé de choisir l'unité de telle façon qu'un écart d'1 degré dans l'échelle préalablement définie corresponde à l'unité de température, autant que faire se peut. On parle alors simplement de degré Kelvin ou degré K pour qu'il soit bien clair qu'on se réfère à l'échelle de température qui correspond à la vraie grandeur température, la vraie grandeur physique, pour laquelle établir des rapports a un sens. Le sens de la mesure, le sens de toute mesure de n'importe quelle grandeur physique. Avec cette unité, il se trouve que la température correspondant au 0 degré habituel, c'est-à-dire la température de fusion de la glace sous la pression atmosphérique normale, correspond à 273,15 degrés Kelvin. Et par conséquent, le 0 Kelvin correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Bon, c'est comme ça.
Et comme il n'y a pas de température plus basse, puisque c'est le zéro de la grandeur physique température, on parle souvent de zéro absolu pour le distinguer du 0 degré standard. Alors j'ai remarqué que parler de zéro absolu gênait beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi, mais apparemment les gens n'aiment pas l'absolu. Comment? Mais enfin pour qui se prennent-ils, ces scientifiques, ces pseudo-savants, à fixer des interdits comme ça, encore un dogme, vraiment, mais qu'est-ce que c'est péremptoire de dire qu'on pourra jamais aller en dessous de 0 Kelvin? Vraiment, quel aplomb, quelle ignorance. Bon, alors je suis d'accord pour dire que la science doit toujours faire preuve d'une grande modestie et se garder de toute condescendance, mais néanmoins je note que ces mêmes personnes n'ont apparemment aucun problème avec le zéro absolu quand il s'agit des longueurs par exemple. Ben oui, la distance entre deux points ne peut jamais être plus petite que 0. Elle peut prendre toutes les valeurs qu'on veut, mais la plus petite distance entre deux points, c'est quand les deux points sont confondus et la valeur vaut 0. Ça gêne absolument personne. C'est inhérent à la notion même de longueur qu'il ne peut pas y avoir de longueur plus petite que 0. Mais c'est exactement pareil avec la température. Et si le zéro absolu de la température génère toujours quelques grincements de neurones, je pense que c'est justement parce que on a toujours l'idée que la température est une simple échelle numérique. Et on n'a pas encore véritablement intégré que la température était aussi une véritable grandeur physique, ou en tout cas pouvait le devenir simplement en ajoutant 273,15 aux valeurs mesurées en degrés Celsius. Bref, en résumé, il s'avère, et je n'en dirai pas plus aujourd'hui, que si on a la température en degrés Celsius et qu'on ajoute 273,15, on obtient la température en degrés Kelvin, et cette température est une grandeur physique au même titre que toutes les autres. Bien sûr, comme pour toutes les grandeurs physiques, la valeur numérique qui lui correspond n'a pas de sens particulier tant qu'on n'a pas précisé l'unité, mais quelle que soit l'unité, le rapport de deux grandeurs physiques a un sens, et donc le rapport de deux températures a un sens. Revenons donc à notre température du mois de décembre et voyons ce que ça donne. S'il fait en moyenne, lors d'une année standard, 7 degrés à Paris au mois de décembre, ces 7 degrés sont 7 degrés Celsius et par conséquent, en vrai degrés Kelvin, la vraie température, cela donne 7 plus 273,15, c'est-à-dire 280,15 degrés. Alors il y a un sens à dire qu'il peut faire 2 fois plus chaud que ça, il suffit de multiplier cette valeur par 2, alors allons-y, 280,15 par 2, cela fait 560,3 degrés Kelvin. Alors on peut reconvertir maintenant cette température vraie en température en degrés Celsius, c'est parfaitement facile, il suffit de retirer 273,15 et on obtient 287,15 degrés Celsius. Voilà. Donc s'il avait fait vraiment 2 fois plus chaud au mois de décembre à Paris cette année que d'habitude, il aurait fait 287,15 degrés Celsius. Et nous ne serions pas là pour en parler. Voilà. Bon, ça donne un peu chaud tout ça, alors keep it cool et à bientôt.